Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Club Sport en France, le show hebdomadaire réservé aux fédérations du mouvement olympique. Un contexte propice à leur venue, d'ailleurs cette semaine, puisqu'il est question des grandes vacances, de ces vacances d'été sous un signe un peu particulier en cette année, mais on est ravis évidemment de les accueillir. C'est la Fédération française de randonnée qui va nous accompagner pour la prochaine demi-heure. Sommaire, sans plus tarder, d'une émission extrêmement riche. Alors que la France sera la destination estivale privilégiée par nos compatriotes, la randonnée devrait tirer son épingle du jeu parmi les activités touristiques du moment. Pourquoi et comment cette pratique qui magnifie le sentiment de liberté est-elle encadrée? Ses représentants seront sur notre plateau. Un numéro du club exceptionnel aujourd'hui puisque l'évocation de cette belle discipline va servir de prologue à la diffusion télévisée inédite d'un documentaire sur une traversée des Pyrénées pas comme les autres. On sera en direct du Québec, le nord du Québec même, pour évoquer cette belle aventure avec ses auteurs. Insatiables voyageurs, semble-t-il. L'émission donc évidemment réalisée dans des conditions particulières avec la distanciation sociale qui oblige à des plateaux un petit peu plus restreints qu'à l'accoutumée. Malgré tout, nous avons à nos côtés deux membres éminents de la Fédération française de randonnée qui nous accompagnent. J'ai évidemment sur ma gauche présente avec nous Fabienne Venot, DTN de cette fédération. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, dans Club Sport en France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et également, Didier Bain, bonjour Président. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, la forme on peut marcher, donc ça va bien. Oui, c'est vrai, l'été s'annonce bien dans ce contexte, évidemment. Et puis, si on parle de distanciation sociale, il y a aussi l'éloignement, la distance tout court aujourd'hui qui nous oblige à avoir recours aux moyens de télécommunication modernes. Mais qu'est-ce qu'ils nous sauvent depuis quelques semaines, ces moyens? Puisque nous sommes avec Roxane Laval et Gérard Ganglion, deux randonneurs évidemment patentés qui sont avec nous depuis le Québec, à presque 6000 km de nous. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. La journée commence bien, hein, on est à la mi-journée, je crois pour vous. Vous êtes où? Vous êtes où, messieurs, dames? On est actuellement à Sept-Îles, c'est au nord-est un peu du Québec. D'accord, très bien. Et vous êtes dans de nouvelles activités de marche. Qu'est-ce qui vous amène si loin de nous? Actuellement, on est en road trip sur le Québec. Donc, on est en train de traverser toute la route 138 pour rejoindre le bout de la route qui s'arrête à Négasca. Si je ne me trompe pas, je crois que ça se prononce comme ça. Superbe. Et vous avez également réalisé il y a 2 ans un documentaire qui sera évidemment l'une des belles thématiques de notre soirée et on aura l'occasion de l'évoquer, cette traversée entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée des Pyrénées, les versants nord de ces Pyrénées. On aura l'occasion d'évoquer évidemment cette belle aventure que vous avez menée ensemble, mais bien accompagnée également, on a pu le voir lors des titres. Juste avant, on va partir à la découverte de cette belle discipline, de cette belle pratique qu'est la randonnée en plateau avec Fédécodage, sans plus tarder. Didier, je me tourne vers vous sans plus tarder avec cette partie où on a l'habitude d'introduire une discipline. Celle-ci est d'une simplicité enfantine. On a besoin potentiellement d'un sac, potentiellement évidemment de bonnes chaussures, vous allez nous le dire évidemment, mais on a juste besoin de nos jambes et de nos yeux pour contempler finalement. Pas que nos yeux, les 5 sens sont mis à contribution quand on marche. Et c'est vrai qu'on est naturellement bipède. Donc la marche paraît très naturelle. Peu de gens pensent que ça puisse être un sport, mais si vous enchaînez 5 jours de marche d'affilée à 20-25 km par jour, vous vous rendez compte que c'est un vrai sport, et un sport de fond. Mais c'est vrai que c'est sans doute celui le plus facilement accessible sans technique particulière au départ. La technique viendra avec l'expérience. Mais c'est le plus facile sans doute d'accès et pour tous les âges. Ça c'est sûr. Alors, votre fédération, elle n'est pas nouvelle, hein, plus de 40 ans d'existence.
quelles sont ces missions aujourd'hui? Je le disais dans les titres, on a quand même, quand on parle de randonnée, cette notion de liberté. J'arrive au départ d'un sentier, j'ai mon équipement, et puis c'est parti. Je suis face à la nature, face à ce magnifique sentier. Quelles sont vos missions pour accompagner le marcheur, le randonneur qui ne sait pas forcément que vous existez? En gros, on a deux grandes missions, enfin deux groupes de missions. On a d'un côté les itinéraires, c'est-à-dire le chemin où on va marcher. Il faut l'identifier, le créer parfois, le baliser, être sûr de sa sécurité, etc. Donc c'est l'endroit où vous allez marcher. Ça, c'est une des plus grosses missions que l'on a. Et de l'autre côté, il y a les pratiques, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à le faire, et notamment ceux qui ne se sentent pas assez forts pour y aller tout seuls et qui ont besoin d'être accompagnés, à qui on doit un peu les aider à planifier leur rando, savoir lire une carte, leur enseigner un minimum de choses, la sécurité, être en bonne santé, qu'est-ce qu'on met dans le sac à dos, etc., etc. Il y a tout un tas d'informations qu'on peut les aider du côté de la pratique, et je dirais aujourd'hui du côté des pratiques, puisqu'on a maintenant plusieurs formes de pratiques. Donc on a deux missions principales, les itinéraires et tout ce qui va avec, et puis les pratiques et tout ce qui va avec. Fabienne, cette notion de service, il y a presque une histoire d'individualisation de ce travail autour de ces 250 000 licences, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui sont effectuées chaque année. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette individualisation? Le club est-il un espace aussi important que dans d'autres disciplines que l'on qualifiera de plus collectives, ou est-ce que c'est l'humain qui va compter et l'échange? Alors, les clubs sont aujourd'hui une façon de pratiquer la randonnée de façon collective. Et si on va s'inscrire dans un club, c'est bien aussi pour être dans la convivialité, rencontrer des gens, pouvoir discuter, puisque quand vous êtes en rando, forcément, il y a beaucoup d'échanges. Et c'est une des spécificités aussi de notre activité. Après, le club apporte un certain nombre de services, effectivement, à ses adhérents, parce qu'ils vont lui proposer des randonnées avec différentes thématiques, d'une journée, parfois d'une demi-journée, mais aussi des séjours qui vont permettre de faire soit de l'itinérance pour découvrir les fameux GR, ou pour faire des randonnées sur un territoire donné. Donc le club, c'est à la fois la sécurité, grâce à la formation qu'on propose, puisque nos encadrants ont une palette de brevets fédéraux qui peuvent venir suivre, et qui leur permet derrière d'avoir des activités multiples à proposer à leurs adhérents. Roxane, Gérard, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vos missions, et je pense notamment aussi au balisage, qui est une donnée fondamentale pour que tout à chacun, y compris les non-licenciés, puissions profiter d'un suivi, d'une sécurisation quelque part de cet espace et d'une volonté de poursuivre nos randonnées. Comment vous êtes venu tout simplement à la rando? Comment une pratique peut-être de balade a suscité une envie d'en faire une discipline qui est, dans votre domaine, un quotidien, et je dirais même un mantra? Oui, tout à fait. Je pense pour nous deux, au départ déjà, la volonté de s'aérer et d'être au contact de la nature, tout simplement. Quand on passe 5 jours sur 7 dans un bureau enfermé, il y a un besoin de nature, pour moi et pour Gérard, je pense qu'il se faisait vraiment grandement sentir. Et le plus simple à pratiquer, comme vous le disiez, c'est d'avoir juste des chaussures, un sac, et puis des sentiers, il y en a partout. Donc, où qu'on habite en France, il y a forcément un sentier qui passe pas très loin et on peut aller marcher dessus. Et comme le disait Monsieur le Président de la Fédération, on ouvre tous ses sens et puis on sent, on voit, on écoute et là, on est bien. En fait, tout simplement, on se sent bien. On se sent bien sur ces sentiers. Encore faut-il effectivement qu'ils soient entretenus, qu'ils soient faciles, non pas d'accès, mais de suivi. Du coup, comment cela se gère-t-il au niveau fédéral? J'imagine que c'est là aussi que l'encadrement fédéral trouve tout son sens dans cet accompagnement. C'est un peu l'entretien du terrain de foot pour le club. C'est le stade. On en est là, sauf que ce dernier appartient à tout le monde. Voilà, c'est encore plus compliqué. C'est le stade. Alors, on a à peu près 9000 baliseurs en France, 20 000 bénévoles, mais 9000 baliseurs.
Dans chaque département, vous avez un comité départemental et une commission sentier départementale. Et là-dedans, vous allez avoir un responsable du balisage qui lui-même va avoir des petites équipes de baliseurs et qui va distribuer, entre guillemets, le travail. C'est-à-dire, chaque baliseur, je le suis moi-même d'ailleurs, vous avez à baliser 20, 30 km de sentiers. C'est les vôtres, vous en êtes responsable. Et il y a une charte de balisage, donc on ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles à suivre, on les connaît. Et puis on fait ce qu'on appelle le petit entretien, c'est-à-dire un petit peu de débroussaillage, enfin, de manière à ce que le balisage soit toujours visible, que le sentier soit à peu près toujours visible. Et surtout, on sert d'alerte aux collectivités, justement. Si vraiment il y a des gros problèmes, on va voir la collectivité qui, elle, va faire des travaux plus importants, peut faire du débroussaillage plus important. Et la crise sanitaire a prouvé qu'en 2 mois, un sentier peut facilement être recouvert par la nature, surtout quand c'est au printemps. Donc en fait, si on ne passe pas, on s'aperçoit que ça a beaucoup poussé. Et nous, on passe régulièrement. On essaie de passer au moins 2 à 3 fois par an, sauf dans les zones montagneuses où là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il n'y a qu'une période où vous pouvez y aller. Mais ça, c'est un entretien qui est fait régulièrement par les 9000 baliseurs de la fédération qui sont formés. Il y a un stage, il y a un petit certificat de balisage. Et puis ensuite, on apprend où c'est qu'on doit mettre les balises. On doit se mettre dans la peau du randonneur, en fait. C'est-à-dire, on ne doit pas se mettre dans la peau de celui qui connaît le sentier, on doit se mettre dans la peau de celui qui ne connaît pas le sentier et se dire, quand je suis là, où c'est que je dois aller ? Et à hauteur des yeux, enfin, on essaye de se mettre dans la situation de celui qui ne connaît rien, même si parfois ils ont les cartes ou les guides, on a quand même des cas difficiles. Eh bien, Président, j'en profite pour vous remercier, du coup, en tant que baliseur, ainsi que les 9000 autres bénévoles, parce que vous nous avez secourus plus d'une fois en montagne. Donc, effectivement, c'est un sacré travail. Donc, tous les 2-3 ans, on peut considérer qu'un tronçon, on va parler du GR10 dans les prochaines minutes, qu'un tronçon, qu'un secteur de ce GR10 est visité et mis à jour. C'est pas tous les 2-3 ans, c'est normalement 2 à 3 fois par an. Mais en montagne, c'est incroyable. En montagne, en général, c'est 1 fois par an. Il y a un passage et on refait ce qui doit être refait. Et puis de temps en temps, il y a ce qu'on appelle souvent des task force. On envoie 5-10 baliseurs pour faire. Mais la nature reprend très vite ses droits. C'est-à-dire qu'en zone un peu humide, les balises disparaissent. Certaines balises disparaissent, enfin d'autocollants ou de poteaux en bois peuvent être abîmés. Enfin, il y a un entretien courant. Et oui, c'est 2 à 3 fois par an. Et on va. Alors, vous allez rien apprendre. Effectivement, vous qui vous occupez de baliser notamment ces sentiers, mais on a quand même, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces balises et ces indications, on a vulgarisé les plus importantes. Julien, notre chef d'édition, peut-il nous les montrer? Voilà, avec, il avait flouté malicieusement les indications sur les GR notamment. Qu'est-ce que ça indiqué, pardon, eh bien, vous le voyez, hein, ces suites de sentiers, les virages aussi, les tournants en tout cas, et puis quand vous vous êtes trompé de parcours, vous arrivez devant un chêne et vous voyez cette marque, ça veut dire que vous allez marcher. À défaut de tête, on a des jambes et vous devez rebrousser chemin pour retrouver votre parcours. Voilà un petit peu le travail de ces baliseurs et de ces personnes qui permettent à ce que la randonnée se passe bien. On a évoqué les missions, Fabienne. On sait que l'Air est à la difficulté aussi de fidéliser des publics jeunes, même si on voit notamment que Roxane et Gérard sont jeunes, hein, évidemment. Mais malgré tout, comment on fait aujourd'hui pour apporter un véritable plus aux gens quand on est fédération? Quels sont vraiment les leviers que vous activez, que vous actionnez pour fidéliser 250 000 licenciés? C'est un beau chiffre pour recevoir des fédérations toutes les semaines. Donc taux de fidélisation 80%, donc c'est un très beau chiffre. Et c'est vrai que l'âge moyen de nos pratiquants est assez élevé, ce sont principalement des seniors et que quand ils viennent à la fédération et qu'ils se mettent à la randonnée, généralement on les a pour longtemps. C'est-à-dire qu'ils restent très fidèles.
généralement, ils ne retournent pas à faire du VTT de descente ou voilà, ça, ils l'ont fait avant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette fidélisation, elle existe parce que dans nos clubs, c'est des vraies familles et que nos clubs sont au service de ces adhérents, qu'ils apportent à la fois la sécurité, la découverte. Ce sont des animateurs. C'est pas seulement des encadrants qui amènent des gens avec qui seraient des moutons derrière. Non, il y a un vrai plus avec. Ils racontent une histoire, ils expliquent ce qu'on voit sur le parcours, pourquoi on est là, etc. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait par les bénévoles encadrants aujourd'hui dans les clubs, qui est très intéressant. Et puis à côté de ça, il y a les pratiquants effectivement plus seuls, ceux qui partent à l'aventure comme Roxane et Gérard. Et là, on a d'autres services pour eux. Donc il y a un site internet qui s'appelle mongr.fr, donc qui permet effectivement de construire sa randonnée. Et puis les fameux topo guides. J'en ai un. Voilà. Vous qui n'en avez pas d'ailleurs, Fabienne, regarde. Non, il n'y a que moi. Voilà. Pyrénées occidentales. Je fais travailler les autres. Gérard, Roxane, j'espère que vous l'aviez celui-là, hein, même si vous aviez l'air bien préparé. Président, alors Beldon, président, il est déjà dans un niveau supérieur. Beldon, c'est pas donné à tous les mollets. Hein. Il faut être un peu préparé. Mais il y a le Tour de Paris à pied, bien vu. Bien vu. C'est spécial JO, ça. Ah, très bien. Très bien, j'adore. Donc effectivement, les topo guides, en tout cas pour assurer la préparation. Voilà, puis ça permet à tout le monde de trouver des randos à faire. Et donc tous ces Français qui vont se retrouver sur les sentiers cet été, grâce aux topo guides, au balisage sur le terrain, à la cartographie, vont pouvoir effectivement s'adonner à une activité physique saine et surtout du niveau de tout le monde. C'est-à-dire qu'après, il faut choisir sa randonnée selon son niveau. Et pour ça, la fédération a développé un système de cotation qui est accessible sur le site internet et qui permet effectivement, comme quand on part au ski, on choisit le niveau, voilà, on ne va pas tout de suite faire du hors-piste ou sur des pistes noires et du coup, là, ce système permet aussi de se dire de quoi je suis capable par rapport au risque, à la technicité des sentiers. Alors, Fabienne, permettez-moi cette question candide. On a l'habitude de recevoir des DTN qui encadrent une pratique de compétition, très souvent. Est-ce que la compétition, elle existe en randonnée ? Est-ce qu'on a une appli qui nous permet de rivaliser contre la montre sur tel ou tel sentier ? Je ne sais pas. Mais comment est-elle incarnée si elle existe ? Donc effectivement, deux types de compétitions au sein de la Fédération française de la randonnée pédestre. Deux délégations. Donc nous décernons des titres de champion de France. D'accord. Comme des fédérations illustres. Un mode de compétition en randonnée pédestre qui s'appelle le Rando Challenge et qui va permettre de performer en lecture de cartes, en lecture de paysages, trouver des balises, un peu comme en course d'orientation, mais sur la vitesse du marcheur, de 4 km/h en moyenne, et puis s'intéresser aussi et connaître la région, le paysage dans lequel on fait sa randonnée, et donc avoir une certaine culture de la région où se déroule la compétition. Donc on a un circuit pendant toute l'année avec des points qu'on va cumuler et on décerne des titres de champion de France tous les étés. Donc cette année, malheureusement, la saison a été courte, mais on a quand même décerné des titres. Deuxième type d'activité, alors c'est le longe-côte. Donc c'est une activité de randonnée dans l'eau. Plutôt sur les littoraux aujourd'hui. On a de l'eau entre le nombril et les aisselles. D'accord. Et donc là, on fait aussi un championnat de France, donc plus avec un mode de sélectif et ensuite un événement sur une journée. Voilà. Et là, différents types d'épreuves, plutôt des épreuves qui vont être sur l'équivalent d'un sprint, sur un 100 mètres en individuel, et également de l'endurance, plus par équipe de 5, où là, on va être vraiment sur du développement vraiment physique. Il faut avoir vraiment de l'endurance pour être vainqueur. Okay. Et donc des titres de champion de France également.
ça peut se tenter aussi dans une pratique estivale, tout ça. Parfait. Et oui. Parfait. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Et je crois que les invitations sont lancées pour la rentrée aussi, pour développer ces différents axes. On a parlé compétition. Roxane, Gérard n'ont pas besoin d'être challengés bien longtemps pour partir dans les défis. Eux qui ont réalisé un documentaire émanant d'une traversée assez originale des Pyrénées il y a 2 ans, avec leurs 2 chiens qui étaient avec eux. On va en parler sans plus tarder parce qu'ils ont encore de la connexion depuis le Québec. On en profite dans cette deuxième partie d'émission. Alors, l'objet du désir, pour vous expliquer l'intitulé qui peut sembler un peu baroque vu le contexte qui va être le nôtre dans le prochain quart d'heure, c'est que d'ordinaire, j'aime bien faire venir des invités en plateau avec l'objet de leur quotidien, de leur effort physique ou en tout cas de leur entraînement. Là, on avait effectivement cette possibilité, mais on a surtout ce documentaire et on a évidemment les 2 acteurs principaux de ce documentaire avec nous. Donc, Roxane et Gérard qui nous font l'amitié de nous accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations parce que c'est un documentaire qu'on va découvrir tout à l'heure qui est une vraie réussite parce que on arrive en une demi-heure à s'échapper un petit peu des difficultés du quotidien, même si vous en parlez pour une donnée un petit peu plus large, à l'image de ce drone qui est le vôtre, on prend de la hauteur. Comment vous avez vécu tout ça et surtout la genèse de ce projet? Pourquoi vous vous êtes lancé ce défi de parcourir les Pyrénées d'ouest en est? La traversée des Pyrénées d'est en ouest, c'était vraiment un défi qu'on avait avant de se rencontrer, d'être ensemble. Et du coup, quand on était ensemble, on se dit, allez, lançons-nous, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne va pas vivre cette aventure de s'immerger pendant près de 40 jours dans une traversée? Et la traversée des Pyrénées, car on n'habitait pas loin à cette époque-là, du coup on s'est dit, allons-y, on va le faire. On va relever ce défi de faire cette traversée. Alors, vous relevez ce défi déjà en soi, puisque 39 jours de randonnée en autonomie, ce n'est pas donné à tout le monde. On en parlera d'ailleurs avec vous, Fabienne, peut-être juste après. Mais en plus, vous ajoutez à ce défi-là d'amener vos fidèles compagnons de vie avec vous. Ouais, c'était un peu l'indispensable. Voilà. Enfin, ils vivent avec nous. Quand on a décidé de faire ça, on s'est dit on a regardé les chiens parce que nous on a tout planifié en un week-end dans notre salon, vraiment très facilement. Et puis les chiens étaient avec nous, on les a regardés, on a dit vous venez avec nous. Il y a pas, enfin c'était même pas une question en fait, c'était vous venez avec nous, mais bon ça va compliquer la chose un petit peu. Et puis après on s'est dit qu'on faisait aussi un documentaire, ce qui apportait un autre lot de complications. Mais bon, on n'en était plus à ça près, donc on a dit banco pour le tout. Alors, il y avait ce challenge-là, l'envie de le partager, d'en faire part. C'est parce que vous, Gérard, vous êtes droneman, vous êtes pilote de drone, et vous, Roxane, vous aimez narrer ces histoires. Quel est votre parcours pour avoir eu envie de nous faire partager cette expérience? Tout à fait. À la base, je me suis reconverti comme pilote de drone et photographe et vidéaste. Et Roxane, elle, sa spécialité, c'est l'écrit. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire un documentaire, on va raconter cette aventure et on va essayer de transmettre l'envie aux gens de voyager, de faire de la randonnée, de découvrir de paysages à travers ce documentaire et montrer que c'est possible, que rien n'est impossible et qu'on peut y arriver, on peut le faire, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce type de périple. Oui, c'est plutôt très très réussi. Vous parlez des difficultés. Comment vous avez pu réussir cette autonomie? On voit notamment que vous étiez ravitaillé de temps en temps grâce à l'aide des refuges. Mais au niveau des chiens, comment ils ont vécu cette randonnée? Parce que l'humain, on l'aime bien, mais ces animaux-là, ces bêtes, sont-elles faites pour ça? Ah oui, totalement. Oui. Ils étaient vraiment bien. Enfin, ça on peut le dire. On était tous les 4 très bien. Mais en fait, le ravitaillement, on avait tout prévu pour eux aussi. Donc, les ravitaillements qu'on voit dans le documentaire, c'est nous-mêmes qui étions à Lyon, les avions déposés dans les refuges et les gîtes. On les avait contactés au préalable, en leur expliquant un petit peu notre projet. On leur avait dit voilà, on veut être en autonomie, mais bon.
on ne peut pas non plus transporter 40 jours sur nous, c'est beaucoup trop lourd. Donc on leur a dit, on laisse notre carton chez vous, et puis quand on arrive, on mangera un bon plat, on rechargera un peu nos batteries aussi, parce que le drone c'est quand même gourmand, les caméras c'est gourmand, et on ne pouvait pas avoir une autonomie de 40 jours. Les croquettes c'est pareil, il était inenvisageable pour nous qu'il n'y ait plus à manger pour les chiens. Donc voilà, mais eux ils étaient très contents, je pense qu'ils ont vraiment bien vécu cette aventure, même s'ils s'y attendaient pas. On avait beau leur dire tous les jours, vous allez voir, on va partir marcher et puis on va pas s'arrêter. Mais ils étaient vraiment bien, tout simplement bien, dans leur élément. Mais après, ce qui était important, c'était surtout d'aller à leur rythme à eux. C'était pas leur imposer notre rythme pour pouvoir durer sur autant de temps. C'était vraiment aller à leur allure. Et quand on voyait qu'ils avaient une faiblesse pas comme l'humain qui ne peuvent pas parler, donc du coup on les observe beaucoup, et là on ralentissait ou on s'arrêtait, on regardait ce qu'ils avaient, et à partir de là on pouvait repartir ou prendre des décisions selon la situation. Jack et Texas, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Vos deux chiens qui vous accompagnent. Jack le whisky. Ouais. Oui, qui est votre chien, Roxane, je crois. Oui, enfin, j'ai eu mon chien avant de connaître Gérard. Bon, maintenant c'est son chien aussi. Oui, parce que Texas est un Jack Russell, c'est pour ça que vous précisez. Oui, voilà. Oui, parce qu'il y a toujours une confusion, mais bon. Cette belle aventure que l'on vivra ensemble juste après cette émission. Lydie Fabienne, précisons quand même que cette traversée qui est quasiment longue de 1000 km, 900 km de randonnée, avec évidemment ce qu'on appelle un barda communément, une autonomie. C'est pas le plus accessible quand on n'a pas l'habitude d'une activité physique quand même, faut le dire. C'est même à déconseiller. Voilà, oui, complètement. Non, le GR10 c'est un des plus difficiles parce qu'il est très long, il y a beaucoup de dénivelé et les étapes sont assez longues parce qu'il y a peu de refuges. Où ils ne sont pas toujours bien placés. Donc en fait, c'est une traversée très exigeante pour ceux qui veulent faire la traversée, mais même faire 10 jours, ça demande quand même un peu d'expérience. On va se mettre, si vous le voulez bien, un petit peu en appétit, parce qu'il va être question de nourriture, justement, dans cet extrait de 2 chiens pour une traversée que l'on vous propose. Et on verra évidemment ce documentaire en intégralité juste après. Alors, elles sont comment ces myrtilles? Elles sont excellentes. Alors, le petit plaisir de la fin de journée, c'est se trouver un petit champ de myrtilles comme on a là. Je m'étouffe. C'est tout fait avec une myrtille, c'est moche quand même. Oh, elles sont délicieuses. Bien sucrées, comme il faut. C'est un régal. Donc on va se finir le champ dans la soirée pour avoir le ventre dans un état demain matin. Un nouveau mode de vie s'offre à nous durant ces quelques semaines. Nous sommes déconnectés de la réalité et nous vivons simplement dans l'instant présent. De par notre choix d'effectuer ce périple en autonomie, parfois nous n'avons pas de contact humain durant plusieurs heures. Nous sommes tous les deux avec nos 2 chiens, tout simplement. Cela renforce bien évidemment la complicité existant entre nous, mais aussi avec nos chiens. Ils nous suivent coûte que coûte. Oui, ça a une résonance un petit peu particulière de voir cette verdure, cette solitude dont vous parlez dans le contexte actuel. Quel regard vous portez, Roxane et Gérard, justement sur ce documentaire qui semble non pas visionnaire, mais qu'on regarde avec un œil véritablement en amouraché 2 ans plus tard. Là, on a envie d'être à votre place. Nous, on a envie d'y retourner. Oui. Non, mais c'est une expérience que je conseille à tout le monde. Après, c'est vrai que le GR10, juste petite précision, on n'a pas suivi totalement le GR10 parce que le GR10 en soi passe dans le parc national des Pyrénées et le parc national des Pyrénées est totalement interdit aux chiens. Voilà, le Néouvien. Voilà. Donc je préfère le préciser aussi parce que les gens ne s'aventurent pas avec des chiens, il y a des amendes à la clé et surtout il y a quand même une volonté de préserver la faune et la flore existante. Donc voilà, mais
oui, se perdre avec sa propre solitude, même si là, je sais qu'il y a eu les 2 mois de confinement, un peu plus même, et que beaucoup n'ont pas supporté ça, mais se retrouver face à soi en pleine nature, c'est quand même quelque chose de fantastique pour savoir où on en est dans sa vie et vers quoi on veut aller aussi. Donc, moi, je le conseille parce que ça fait du bien, tout simplement. Comment vous l'avez géré justement cette période? Alors vous étiez déjà du coup du côté du Québec, si j'ai bien compris, hein, votre départ en janvier. Comment ça se gère pour des gens qui ont le nez dans la nature quotidiennement? Ça a été difficile à gérer? Oui, clairement, surtout qu'on était encore à Montréal, donc en pleine ville, sans vraiment d'accès à des espaces verts. Il y a quelques parcs, hein, c'est sûr, mais ça ne suffisait pas. Donc ça a été le moment où, les 10 premiers jours du confinement, nous, on a carrément décidé d'acheter un van et de partir. Donc on a pris un peu à contre-pied tout ça, mais bon, c'est un peu l'histoire de notre vie de prendre tout à contre-pied, donc voilà. Et comme ça, on a pu être enfermés dehors et puis être enfermés chez nous. Voilà. On voit ces images d'ailleurs. Mais oui, effectivement, c'est un choix et la nature vous l'a bien rendu sur ce nouveau périple, dirait-on. Président, malgré tout, quand on voit ces images et quand on sait le contexte aussi de déconfinement qui est le nôtre aujourd'hui, on peut s'attendre à des sorties dans la nature qui sont permises. Est-ce que le déconfinement se gère facilement? Qu'est-ce qu'on a comme règles qui sont établies là pour cet été? J'ai vu que le port du masque était déconseillé avec la marche, difficile. Quelles règles vous avez pu mettre en place? Alors, nous, on applique les préconisations gouvernementales. On a la chance de pratiquer en milieu extérieur, donc c'est plus facile d'avoir la distanciation sociale. Donc pas de masque parce que ça nuit à la respiration et donc c'est plutôt mauvais ensuite pour l'effort physique. Et sinon, on demande aux gens de respecter les règles de base, donc sur le lavage des mains, sur le matériel qu'on ne prête pas, qu'on ne partage pas, sauf avec évidemment sa propre famille. Et puis la distance, elle est assez facile à garder puisque 1 mètre, 2 mètres, c'est très facile pour un randonneur d'être à 2 mètres de son prédécesseur. Donc nous, on a cette chance-là qui ne nous pose pas trop de problèmes. On a déjà recommencé à retourner sur le chemin. Ce qui nous pose plus de problème, c'est cet été, c'est si on a un influx, ce qui semble être le cas, un afflux de randonneurs. C'est ma prochaine question. On oublie, alors bien sûr, sur un sentier, alors surtout sur les grands, les très longs, on peut effectivement être un peu écarté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des moments où on se retrouve le soir ou au centre dans les restaurants, dans les buvettes, les choses comme ça. Donc vous avez des points où tout le monde va se retrouver à peu près au même endroit, au même moment. Donc ça risque d'être plus difficile à gérer. Et puis nous, on appelle à ne pas aller sur les GR les plus connus, parce que sinon, tout le monde va se retrouver vraiment aux mêmes endroits. Donc tant qu'à aller marcher, profitez-en pour découvrir les 345 GR partout en France, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, puisqu'on a quand même le droit d'aller en Outre-mer maintenant. Donc il y aura des précautions à prendre, on fera attention, et je fais confiance à nos camarades randonneurs pour appliquer ces consignes. Et Roxane et Gérard également, qui est derrière la caméra, s'amusent aussi à nous faire découvrir justement ces GR avec le programme Mon GR préféré que nous diffusons également sur Sport en France et qui vous permet de vous sensibiliser aussi à des lieux et justement d'aller chercher les jolies annexes qui ne sont pas à négliger parce que tous les sentiers ont leur lot de difficultés et sont notoires. Je me souviens d'un petit épisode notamment sur le Cantal qui avait, lors de la dernière ascension, fait un petit peu souffler Roxane, plus difficile qu'il n'y paraissait, y compris pour vous. Bon, et votre actualité québécoise, on aura l'occasion de vous revoir mettre en scène ce périple? Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, on allie notre road trip pour aller sur les endroits de randonnée
pas forcément les plus connus, mais ceux qui nous intéressent et ceux surtout sur lesquels les chiens sont autorisés parce que le Québec est un peu, on va dire, en retard sur la France sur le fait d'autoriser les chiens sur beaucoup de sentiers de randonnée. Donc on essaie déjà de parcourir tous ceux qui sont autorisés, ce qui nous permet en fait de produire une vidéo par semaine qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube pour justement découvrir tout le Québec pour l'instant parce qu'on est un peu nous aussi obligés de rester au Québec et pas de sortir de la province. Donc on est quand même assez à l'écoute des directives, donc on reste au Québec, mais bon, le Québec est quand même très très grand, donc on a de quoi faire. Découvrir quand même pas mal de choses. On a pas mal de choses. Pas très connues. Et puis fin août, on va rentrer en France pour la nouvelle saison de mon GR préféré, où on pourra encore découvrir d'autres GR. Moi, je sais que sur les 8, j'en connais qu'un, donc il va y avoir 7 belles découvertes, j'en suis sûre. Bon, super. Didier est un petit peu rassuré pour tout vous dire d'apprendre que votre retour est acté malgré tout. Merci de nous avoir accompagnés. On va maintenant se délecter de chiens pour une traversée. On se rapproche de la France, on y est même de plein pied puisqu'on va parler donc de ce GR10 et des Pyrénées. Merci d'avoir fait l'effort de vous connecter, je crois depuis un café du coup, pour nous accompagner. Merci à vous aussi d'être venus à nos côtés. Fabienne, Didier, la porte de ce plateau sont ouvertes pour reparler rando et débriefer l'été peut-être, qui sait? Pourquoi pas? Avec un grand plaisir. Merci aux équipes autour de Pierre Do en régie qui étaient présentes pour vous faire vivre cette émission un petit peu particulière mais qui a été parfaitement réussie. Julien, Gauthier également et Sandrine qui ont fait en sorte que cette émission soit possible et dans un timing impeccable. Bonne soirée à toutes et à tous et sur Sport en France évidemment.